Bonjour tout le monde, comme vous avez pu le comprendre, on va vous faire un cours spécial Shark Exploitation aujourd'hui. Et pour cela, j'ai appelé Adrien, que vous avez pu découvrir sur le programme des télés autour du monde. Et on va l'appeler tout de suite, Adrien notre esclave. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire un petit topo sur ce que les réalisateurs les plus détraqués ont pu nous sortir en termes de films de requins. Tout d'abord, d'où vient le phénomène? Les Dents de la Mer, on a envie de vous dire. Et il est vrai que le film de Steven Spielberg avait donné ses lettres de noblesse à ce genre de film où des requins frappaient sans relâche de pauvres vacanciers. Depuis quelques temps, Sci-Fi et Asylum ont décidé de relancer le genre de façon totalement décalée en incluant les codes des films de série B et du courant néo-slasher. Tout comme dans un slasher, les requins tuent sans aucune espèce de courtoisie de jeunes et pauvres innocents. Innocentes, je pense qu'elles ont pas attrapé que des mycoses aux pieds pendant le spring break. Tout un tas de jeunes gens qui ne pensent qu'à faire des concours de maillot de bain. Là où la comparaison s'arrête avec le genre Boogeyman Movie, c'est bien que les requins n'ont aucune conscience du bien et du mal. Ils sont tels une catastrophe naturelle, inévitable. Oui, les requins ne font pas la différence entre le bien et le mal. La preuve, Nabila n'est jamais loin d'une plage et aucun requin n'y a encore mis un coup de dent. Pourtant, contrairement aux films de zombies, les requins ne cherchent pas forcément un cerveau. Un jour, la nature aura peut-être une conception de l'utile, mon ami. Allez, revenons-en à la baleine. Plutôt au thon. On va expliquer ce terme barbare de néo-slasher. Avant, dans les slashers, un tueur tuait, mais ça c'était avant. Avec Atoll et pour plus d'effets graphiques et moins de cohérence scénaristique, c'est la mourante qui meurt. En plus, si elle est bonne, c'est encore mieux. Et surtout si elle a refusé les avances d'un scénariste miteux. Mais je vous emmerde! Elle les mérite toutes! Les salopes! Pour bien parler d'un film de requin what the fuck, il faut commencer par expliquer les bons gros clichés. Et là, on a fait appel à un expert, un héros du lieu commun, un gars de chez toi. Vous ressemblez tous de toute façon. Bienvenue dans mon monde. Les clichés c'est moi qui maîtrise, alors on y va tout de suite pour les 5 bons gros clichés qu'il faut dans les films de requins. Premier cliché, le danger vient toujours de la mer. Second cliché, si dans le film il y a des tentacules, alors les mers du Japon vont y passer. Non mais c'est vrai quoi, la première chose que fait un poulpe dans les glaces depuis des millions d'années, attaquer le Japon. Sans déconner, regardez-moi cet échange langoureux. Troisième cliché, il y aura toujours des militaires ou des scientifiques et des Lorenzo Lama dans les films pour empirer la situation. Et en plus, c'est pas les meilleurs. Regardez dans cet extrait, ils sont dans un labo. Et en fait, juste pour vous expliquer, la même scène revient 3 fois dans le film à différents moments. En fait, ils passent le plus clair de leur temps à vider et à remplir des éprouvettes. Et on sait pas avec quoi en plus, on dirait qu'ils préparent des grenadines. Eh, t'as vu, j'ai fait de la grenadine. Quatrième cliché, le QI moyen des victimes est inversement proportionnel à celui de Jar Jar Binks et au pourcentage avec le niveau has-been présent dans le film. Cinquième et dernier cliché, l'absurdité de la situation est proportionnelle à la taille des boobs présents. Voilà, c'est tout pour moi, c'était JP. Merci. On n'appelle plus aucun de tes cousins, Adrien. Bon, pour faire simple, le dernier cliché est très important. Plus la plastique des jeunes filles est importante, moins le scénario a besoin de tenir la route. En résumé, plus il y a de boobs, moins il y a de sens. Quoi qu'il arrive, dans les films de requins, les femmes ne sont jamais loin. À chaque fois que la tension du film devient insupportable, on nous remet un petit concours de maillot de bain. Peut-être parce que les hommes voient les femmes comme de la viande. Et les requins aussi apparemment. Ouais, mais t'es pas obligé de discuter des heures avec ta viande. La femme est aussi un cliché. Tout comme dans un slasher moderne, elle est la raison pour laquelle tout son groupe va périr. Ils veulent tous la protéger et elle a un lien avec la situation, soit un héritage, soit elle est ou elle se sent responsable. Par exemple, Cabin in the Wood, aka la cabane dans les bois, est une très bonne référence. D'une part parce que c'est du Joss Whedon, et d'autre part car c'est une autocritique du slasher et du rôle des femmes dedans. La putain, Jules, l'athlète Kurt, l'érudit Holden, le fou Marty et la vierge Dana. Quoi qu'il arrive, et de toute façon, il faut des femmes en bikini. Mais si tu veux faire ton film à la montagne, tu fais comment? T'es niqué? Eh ben non, à la montagne ça marche aussi. Allez, tout de suite les 6 scénarios les plus what the fuck de l'univers de la Shark Exploitation. On commence par Sunshark. Oui, un requin des sables qu'on voit presque jamais au passage.
Petite question technique, il fait comment le requin pour respirer dans le sable? Le film a d'ailleurs en guest star Corinne Nemec, alias Parker Lewis et Jonas Quinn, et la fille de Hulk Hogan, Brooke. Le film est d'ailleurs une mauvaise parodie de Trimor qui était lui aussi une mauvaise parodie de quelque chose d'innommable. Sharktopus, Shark plus Octopus, un requin mi-poulpe mi-requin qui échappe au contrôle de l'armée américaine. Même question que tout à l'heure, comment le requin peut respirer sur la terre? Comment s'il vous plaît? Par quel prodige? Et c'est pas tout, au début du film on apprend qu'il possède un collier qui devait valoir plusieurs millions de dollars. Un collier qui était fait pour le contrôler et qui se fait péter par le premier radeau de Mexicains clandestins qui passe au-dessus. Comment est-ce qu'on pourrait faire plus absurde? Des dauphins avec des lasers peut-être? Mega Shark versus Giant Octopus. C'est le combat du siècle qui nous est offert dans ce film. C'est comme si on avait demandé Freezer contre Gargamel. On a aussi dans le film l'énorme Lorenzo Lamas qui a le charisme de Serge dans cette œuvre. L'idée du coup c'est qu'on n'a même plus besoin de payer d'acteurs, hein, juste des gens prêts à se faire bouffer. Sharknado. Alors là on a atteint des hauts niveaux d'invraisemblance. Voici un banc de requins coincé dans une tornade qui va ravager tranquillou minou les États-Unis. Au moins là, ils ont pensé à faire respirer les requins, on peut leur accorder. Alors, dans ce film, les gens ont deux façons de pouvoir mourir. Soit être chopé en plein vol par un requin de passage, tel une mouche qui s'écrase sur un casque de motard, soit écrasé par un requin. Je répète, des requins dans une tornade. On le dit tous ensemble? Ça n'a aucun putain de sens. Putain, dans le film, il pleut littéralement des requins et ça gêne personne. On continue avec la barquette sur le petit bébé pané, Ghost Shark, un requin fantôme qui s'attaque à la petite dernière des 5 à la maison, qui a bien grandi de partout dans tout son corps. Ce qui est génial dans le film, c'est qu'on ne voit jamais le requin là aussi. Je trouve ça balèze un film de requin où on ne voit pas le sujet quoi. Ici le requin, il est pas vu une seule fois, il passe son temps à se balader d'une flaque à l'autre. Et puis on finit par Avalanche Shark, le monument du what the fuckisme croisé avec ma grande théorie des scénaristes saint-jetistes. Le sujet du film? C'est simple, des requins qui naviguent dans la neige comme dans l'eau et qui peuvent se rendre invisibles et traverser la matière. Normal, ce sont des requins extraterrestres, derniers de leur race, explorateurs de l'espace. Et c'est parti pour la folie! Dans ces films, en plus d'un scénario écrit sur le coin d'un bar nuit d'ivresse, a des scènes qui sont, comment dire... Pensez pour traumatiser toute une génération de fans de sci-fi. On commence avec du lourd. Le tank qui marche. Le AT-AT le plus pourri qu'on ait jamais vu pour combattre un requin géant. Le truc est déjà autant rouillé qu'un Icordi. Alors quand vous prenez l'avion, vous pensiez qu'à part un voisin de banquette un peu trop envahissant, rien ne pouvait être vraiment dérangeant. Mais c'était avant qu'on sache qu'un requin géant de plus de 240 tonnes pouvait décoller à 700 km/h au niveau de la mer et faire plus de 1500 mètres d'altitude pour s'envoyer un avion en mode hot dog. Ghost Shark, un petit clin d'œil à Super Mario avec un plombier qui se fait manger par une bouche dans un tuyau. Voilà, ça c'est fait, on pouvait pas faire plus délicat hein. Toujours dans ce grand monument Ghost Shark, c'est pas pour rien qu'il est en haut de la liste celui-là. Le coup des chiottes est juste épique. Vous avez déjà vu un homme se faire manger par le cul? Donc si tu veux survivre dans un film de requin, en théorie tu dois pas t'approcher de l'eau, quoi qu'il arrive. Donc, j'ai le choix entre être dévoré par un requin ou être exclu de la société parce que je pue. À voir. Avoir ou être un acteur has-been. J'y travaille. Bande de connards. Vérifier la météo. Oh, il pleut des baleines et des pots de fleurs. Et avoir un sacré sens de la répartie pour le combat final. Ah, je t'ai bien niqué là, hein. Si j'ouvre pas l'eau, tu peux plus venir. Ces films sont clairement pensés pour être des nanars, et le fait qu'un engouement s'en dégage est assez révélateur. Parti à la base d'une simple blague sur Twitter entre la chaîne Sci-Fi et ses spectateurs, ce genre de film est réellement canalisateur et révélateur de notre société. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, le film de requin reprend plusieurs sous-genres à lui tout seul, mais c'est surtout un nanar. Le nanar, à la différence du navet, devient involontairement comique et distrayant. Que ça soit Ed Wood ou un autre réalisateur sans budget, comme le dit Claude Lelouch, on ne peut jamais être déçu du pire, et c'est le cas avec les films de requins.
Un nanar est un navet tellement navet que ça en devient un dessert. Voici la définition par Nanarland, les spécialistes. Le fait que le niveau de lecture nécessaire pour ce genre de film soit si simple le rend donc à la portée de tous, et ce souvent dès le titre grotesque ou même l'affiche complètement what the fuck. L'œuvre ne porte donc aucune autre prétention que de distraire ses spectateurs. Ceux qui veulent juste se laver le cerveau en seront contents, et ceux qui veulent juste noter les incohérences le trouveront aussi distrayant. Quoi qu'il en soit, les nanars nous ramènent avec douceur à notre propre bêtise et à nos propres incohérences, et ce, avec une douce innocence, le tout dans le sang, le fracas de scénarios déjà convenus et le délicat son d'un string fortement tendu. Bah c'est tout pour aujourd'hui, merci d'être venu nous faire partager ton étrange passion. Ce fut un plaisir. Vous pouvez désormais procrastiner en paix. Si tu aimes les tentacules, mets un pouce bleu sur la vidéo. Si tu as une dent contre quelqu'un, n'hésite pas à la partager sur son mur et surtout à t'abonner. Alors pour cet épisode, on voudrait remercier Jigmé des clichés de Jigmé, qui nous a fait le plaisir de venir, hein, quand même, c'est cool. On voudrait remercier aussi le Clubbeur de Maxime Rébéré notamment, d'avoir participé à notre vidéo. Si vous voulez voir la nouvelle émission d'Adrien, bah c'est... voilà, pointons là-bas, voilà, c'est là. La nouvelle émission d'Adrien sur les télés autour du monde. Et si vous voulez voir l'épisode précédent, c'est un peu plus en bas. Et puis on va remercier Toons d'avoir fait le premier épisode avec nous et de n'être pas morte en mangeant du poulet. Voilà. C'est pour la baffe. Oh, elle est mignonne. Allez les enfants, on vous dit à la prochaine fois. And there's no telling